Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on s'est attaqué à un problème important, c'est la réinvention du travail. La réinvention du travail, c'est assez dans l'air du temps, mais on s'est dit que c'était un petit peu dangereux de laisser uniquement les pouvoirs publics s'en charger. Donc ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est une initiative très originale qui montre comment la société civile, sous toutes ses formes, et en particulier avec les entreprises, peut se saisir du sujet et réellement transformer le travail pour le bien de l'intérêt général. Alors, pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, on va d'abord regarder les enjeux de la réinvention du travail. Et pour cela, je vais accueillir sur scène Antoine Frérot, qui est le président non seulement de Veolia, mais de l'Institut de l'entreprise, et qui va nous raconter les interférences entre les nouvelles technologies, le travail et le futur. Merci. Merci Axel et bonjour à toutes et à tous. Comment donc utiliser les nouvelles technologies pour réinventer le travail? Réinventer le travail, pas parce que le travail va disparaître à cause de l'évolution des modes de production, comme très souvent on le dit, mais parce que le travail, non pas disparaît, mais se transforme. Et donc, le thème de notre réunion aujourd'hui, ça va être comment utiliser les nouvelles technologies pour aider à la transformation du travail. Pourquoi le travail se transforme tout d'abord? Pour au moins 3 raisons, et sans doute davantage. D'abord, à cause de la transformation des modes de production. Le travail classique dans des modes de production habituels, c'est un ensemble de 3 unités. Une unité de temps, les gens travaillent à peu près en même temps, les horaires de travail sont les mêmes. Une unité de lieu, le bureau, l'usine ou le lieu de vente. Et une unité d'action, parce qu'il faut travailler, coordonner et travailler ensemble pour réaliser collectivement des tâches complexes. C'est tout ce mode-là qui vole en éclats avec la révolution des modes de conception, de production ou de commercialisation. La deuxième raison pour laquelle le travail se transforme, au-delà des transformations des modes de production, c'est l'évolution de l'aspiration de ceux qui travaillent et notamment des nouvelles générations. Dans le temps, globalement, en tous les cas pour ma génération, ce qu'on attendait du travail, c'est une réussite sociale et économique, en gros. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et même, ce n'est pas ça qui est la priorité. La priorité, c'est se réaliser individuellement, plus d'autonomie, moins de chefs, plus d'horizontalité et plus de sens. Et puis la troisième raison du fait que le travail se transforme, c'est l'évolution du monde. Une évolution de plus en plus rapide, de plus en plus incertaine et de moins en moins prévisible. D'où la nécessité d'adaptabilité pour tous, pour les entreprises, pour les organisations, mais également pour ceux qui travaillent. Une nécessité de plus d'agilité, de capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire et puis, surtout, sans doute, une nécessité d'apprentissage permanent. Avec une chose nouvelle, sans doute plusieurs métiers dans une même vie de travail, ce qui existait beaucoup moins avant, et également aussi pour certains, le fait de faire plusieurs travaux, plusieurs jobs en même temps. Bref, le travail se transforme, ceci peut être une chose positive pour certains, ceci est également source de grosses difficultés pour d'autres. Et parmi les principales difficultés, des inégalités croissantes, une fracture sociale entre ceux qui surfent sur cette vague et ceux que la vague risque d'emporter. Et parmi ceux-là, je pense que ceux qui sont les plus exposés, c'est cette proportion de chaque classe d'âge qui sort de l'école sans qualification, à peu près 20%, 150 000 jeunes chaque année. Ce n'est pas nouveau parce que notre école française, assez abstraite, ne correspond pas à tous les tempéraments. Avant, ces gens-là, il y a une vingtaine d'années, pouvaient trouver du travail en allant à la porte d'une usine, ils finissaient par se faire embaucher et puis ils faisaient une carrière, néanmoins, même si c'est une carrière de col bleu. Aujourd'hui, c'est plus possible. Depuis 10 ans, c'est 150 000 par an, 1,5 million depuis 10 ans, ne trouveront jamais de travail s'ils n'ont pas de qualification. Et dans 20 ans, ça sera 3 millions de personnes. C'est sans doute la principale bombe à retardement de notre société et de notre pays. Or, il existe des voies pour ceux à qui l'école ne convient pas
parce qu'ils veulent travailler, ils veulent avoir des qualifications. Cette voie, c'est l'alternance et c'est l'apprentissage. Et les technologies numériques, d'une part, si on ne les y aide pas, les éloignent encore davantage, mais si on les y aide et si on utilise les technologies numériques, peuvent aider cela. Donc la question, c'est comment utiliser les nouvelles technologies pour aider à la transformation du travail et aider ceux qui doivent travailler dans cette transformation. Avec d'abord la première idée, la formation. Les technologies modernes peuvent considérablement aider à la formation. D'abord parce que les technologies numériques proposent de nouveaux jobs et que les entreprises ont besoin d'employés formés à ces technologies, mais aussi parce que ces technologies numériques peuvent aider aussi à former des salariés, des travailleurs beaucoup plus traditionnels, à travers les MOOC d'entreprise, les chaînes YouTube, les tutoriels, etc., etc. Tous ces outils sont très efficaces pour former et surtout former tout au long de la vie professionnelle. Et pour ce faire, nous aurons tout à l'heure un bel exemple de ce qu'on peut faire en cette matière avec Florence Parly. Après la formation, les technologies numériques peuvent aider également à l'information ou à l'orientation. Le problème de l'alternance et de l'apprentissage en France, le fait qu'il reste si bas comparé aux pays voisins, bien sûr l'Allemagne, tout le monde l'a en tête, mais l'Angleterre aussi. En Angleterre, le nombre d'apprentis par an est passé de 400 000 à 800 000 en 5 ans. Nous sommes toujours en dessous de 400 000. La principale raison, c'est l'information des jeunes et des familles. Parce que quand on choisit l'apprentissage, on doit choisir un métier tôt, ou un premier métier tôt, très jeune, contrairement à ceux qui font des études supérieures. Et les familles et les jeunes sont démunis en matière d'information pour ce choix-là. Et c'est pour ça qu'elles ne veulent pas le choisir. Là aussi, les technologies numériques peuvent considérablement aider à l'information et à l'orientation des familles et des jeunes. Il suffit de penser qu'aux réseaux sociaux et imaginer ce qu'on pourrait faire, par exemple avec Instagram, pour pouvoir, avec les amis, avec les copains, pouvoir informer et voir attirer toute une série de jeunes dans ces formations techniques et dans cette voie de l'apprentissage ou de l'alternance. Au-delà de cette information, l'appariement entre les demandes et les recherches d'emploi. Vous savez qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi et beaucoup d'offreurs d'emploi qui ne trouvent pas de collaborateurs. Cet appariement-là peut être considérablement amélioré et optimisé en utilisant les techniques numériques. Et là encore, les réseaux comme LinkedIn, par exemple, doivent pouvoir optimiser cet appariement au-delà même du recrutement. Et puis, enfin, ces technologies peuvent également permettre d'identifier beaucoup plus rapidement et beaucoup plus tôt les décrocheurs et les publics dont les compétences sont en train de devenir obsolètes. Et on en aura un bel exemple tout à l'heure avec le projet que l'Institut de l'entreprise porte dans le cadre du partenariat JP Morgan Vivatech. Bon. Enfin, ces technologies peuvent également aussi aider les entreprises à modifier leurs organisations. Tout à l'heure, je disais, la nouvelle génération attend du travail d'autre chose que la précédente. Ces nouvelles technologies, elles peuvent aider les entreprises à accélérer le travail à distance. Elles peuvent accélérer aussi le travail décalé dans le temps. Elles peuvent accélérer enfin les travaux réalisés simultanément ou en parallèle par plusieurs personnes. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure qu'elles peuvent mettre à mal les 3 unités de temps, de lieu et d'action. Pour tout cela, la force du numérique est impressionnante et elle est sans équivalent. D'abord, c'est le milieu naturel de toute une génération, quelle que soit leur classe sociale, y compris les décrocheurs. Et c'est donc un moyen aussi de rompre avec les inégalités de connaissances, de culture ou d'origine sociale. Ensuite, bien évidemment, la force des réseaux, la force en nombre, en masse, mais aussi en force de conviction. Parce que lorsque c'est un ami qui vous parle de ce qu'il fait, ce n'est pas la même chose qu'une plaquette publicitaire sur une profession ou sur une filière.
Et cette force des réseaux, elle démultiplie l'impact qu'on peut avoir sur les gens et notamment sur les plus jeunes. Le coût marginal d'un tel dispositif, il est faible et donc on pourrait les multiplier ces dispositifs. Et enfin, les technologies numériques permettent non seulement la diffusion mais aussi l'évaluation rapide de chaque dispositif qui est mis en place. Bref, en conclusion, pour aider à vivre la transformation qui est inéluctable du travail, avec les nouvelles technologies, il faut mobiliser largement l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est d'abord celle des entreprises, celle qui, au sein de l'institut de l'entreprise, travaille collectivement, un endroit où on pense l'entreprise par ceux qui la font et qui est décidé à accélérer les travaux, les réflexions, mais aussi les actions pour permettre l'usage de ces nouvelles technologies pour transformer le travail. Mais à l'Institut d'entreprise, on pense également qu'au-delà des entreprises, c'est bien l'intelligence collective de tous qu'il faut mobiliser et c'est pourquoi notre institut s'est associé à la consultation organisée aujourd'hui par Make.org. Et alors, sans plus attendre, je vous propose de découvrir les belles idées, les pistes qui ont été mises à jour par cette consultation. Merci. Merci Antoine. Alors effectivement, l'ambition de réinventer le travail avec la société civile, ça ne se fait pas simplement en la décrétant. Tout ce qu'on va vous montrer, c'est comment on a impliqué largement des citoyens dans cette consultation et dans la mise en action qui en résulte. Le principe a été de demander très largement à le maximum de citoyens dans toutes les régions de trouver des solutions à l'utilisation des nouvelles technologies pour réinventer le travail. On a eu plus de 10 000 contributions qui, pour un sujet, somme toute un peu technique, était un énorme succès. Et on va vous raconter ce qui en est sorti. La deuxième phase, elle s'est passée cette semaine jusqu'à ce matin, c'est qu'on a travaillé avec des associations, on a travaillé avec les partenaires qui sont ici, on a travaillé avec des citoyens qui sont venus de plusieurs endroits de la France dans ces workshops, de façon à partir de cette consultation et trouver des actions concrètes qui vont avoir un impact à l'échelle du pays. Et tout ça va nous mener à un engagement qu'on verra tout à l'heure, des partenaires, et enfin, l'année prochaine, à la restitution des impacts qu'on a pu générer. Alors, quand on regarde ce que les gens disent et les propositions citoyennes, elles sont sur 5 thèmes. Le premier thème, c'est efficacité et productivité. Ça représente 33% des propositions et ce sont des propositions assez clivantes qui couvrent différents champs, la gestion du travail à distance, l'aménagement du travail, le travail collaboratif, la démocratisation, les espaces, plein de solutions. En revanche, des avis différents sur leur mise en œuvre. Le deuxième thème qui a été vraiment plébiscité, c'était celui de la formation. Pas de la formation traditionnelle, mais de la formation tout au long de sa vie, que ce soit pour se former soi-même, que ce soit pour se former dans l'entreprise, mais aussi pour se former entre pair à pair, qui est une notion qu'on va développer un peu plus tard. La troisième grande thématique a été celui de l'utilisation des nouvelles technologies pour permettre une meilleure insertion et une lutte contre les discriminations. Là aussi, des débats assez clivants sur 3 thèmes, le décloisonnement des populations, l'intégration au sein d'une même entreprise de toutes les composantes, et puis, bien évidemment, toutes les thématiques autour de la diversité et de l'égalité dans l'accès au monde du travail. Le 4e thème a été celui des nouvelles organisations. Le travail ne peut pas se limiter à l'entreprise. Il est en train de prendre des formes extrêmement diverses. Et donc, il y a des idées de décloisonnement qui ont été très bien décrites par Antoine Frérot. Il y a de la vulgarisation de toutes les formes d'entrepreneuriat. Et puis, une grande tendance autour de la freelancisation. Et puis, de façon générale, les activités additionnelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'en fait, notre vie professionnelle est multiple à un même moment. Et puis enfin, dernier thème, alors pas du tout clivant celui-ci, et qui représentait quand même 9% des propositions, c'est celui du sens. Comment utiliser le travail en faveur de l'intérêt général, la quête de sens, le bien-être au travail.
on s'aperçoit que les nouvelles technologies ouvrent des champs complètement nouveaux dans ce domaine et qui résonnent partout. Et là aussi, on va voir qu'on a réussi à combiner tout ça. Alors, sur cette base de travail, on a travaillé à des actions concrètes. Des actions concrètes qui vont mélanger des entreprises avec des associations et avec des dizaines de milliers de citoyens de façon à arriver à un résultat concret. Et on a trouvé 3 partenaires qui étaient prêts à s'engager dessus et à vraiment, avec vous, avec nous, changer et réinventer le travail. Et j'appelle maintenant, il va peut-être le faire de son siège, Paul Alibert, qui est le directeur général de l'Institut Entreprise et le parrain de la première action. Merci Axel. Merci Axel. J'aimerais commencer d'abord par une question. Est-ce que tu sais qu'il existe un code de l'éducation nationale exactement comme on a un code civil, un code du travail, un code du commerce? En fait, c'est un ensemble de dispositions légales qui sont résumées dans un code et qui définissent la notion de décrocheur. Alors, les décrocheurs, ce sont ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout d'un cycle de formation initiale. Les décrocheurs, une fois qu'ils sont sortis du système scolaire, en général, ce n'est pas pour aller prendre un travail. En général, en fait, à ce moment-là, ils sortent complètement du radar. Et on ne sait plus où ils sont, on ne sait plus les trouver. Alors, nous, à l'Institut de l'entreprise, on est content d'accompagner l'initiative qui a été construite sur la base notamment d'une proposition d'une personne qui s'appelle Hayat, qui a 26 ans, et qui s'est interrogée sur comment les nouvelles technologies peuvent permettre de rapprocher ceux qui sont très éloignés de l'emploi des initiatives qui favorisent l'inclusion économique. Donc par exemple, les associations de retour au travail. Alors déjà pour ça, il faut savoir qui aller chercher. Il faut pouvoir identifier ceux qui sont sortis du radar. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on change notre radar. Il faut qu'on le fasse évoluer. Et c'est un paradoxe, parce qu'une fois qu'on a fait évoluer ce radar et qu'on est capable d'identifier qui sont les décrocheurs, il y a de très nombreuses organisations qui sont capables de les remettre sur le chemin de l'emploi ou des études. Je cite par exemple Nos quartiers ont des talents ou Sans chance, sans emploi, des associations que l'Institut de l'entreprise soutient, met en valeur pour essayer justement de favoriser l'insertion des jeunes. Et donc, qu'est-ce que les nouvelles technologies peuvent changer à tout ça? À ce problème de société majeur? On a pensé tout simplement à une expérience que chacun d'entre nous a pu faire. Cette expérience, c'est que quand on va se promener sur Internet, on reçoit très vite des publicités extrêmement ciblées en fonction des sites où on a été, en fonction des réseaux sociaux où on est, en fonction des pages qui nous intéressent. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas cette technologie-là au service d'une cause extrêmement importante qui est identifier les décrocheurs? Puisqu'on est capable de mettre en place du tracking publicitaire, qu'on est capable d'aller chercher la bonne personne pour le bon produit sur Internet, simplement sur la base du surfing, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas mettre ça pour identifier les décrocheurs? Voilà. Alors nous, on va accompagner ce projet. On a vraiment sélectionné cette idée. Et puis, on peut même aller encore plus loin, peut-être, avec cet outil, en allant chercher ceux dont les compétences sont en train de devenir obsolètes et pour leur proposer d'augmenter leur employabilité en les mettant en relation avec des formations appropriées. J'aimerais terminer simplement par un petit mot, voilà, le mot inventer. Je me suis rappelé en venant ici que inventer, autrefois, c'était le mot qu'on utilisait pour dire trouver, découvrir. On inventait l'Amérique et aujourd'hui on invente un trésor quand on le trouve. Voilà. Donc une initiative qui permet de découvrir ceux qui sont très loin de l'emploi et de trouver un travail, eh bien c'est vraiment ça qui est réinventer le travail avec l'aide des nouvelles technologies. Merci. Merci beaucoup. Merci Paul. On va donc maintenant présenter une deuxième action qui s'inscrit vraiment dans la continuité de la première, qui est extrêmement ambitieuse et qui a été l'action choisie et soutenue par
par SNCF. Donc je suis très heureux d'entendre Florence Parly, qui est directrice générale de SNCF Voyageurs. Merci Axel. Je voudrais d'abord vous dire qu'on est très heureux d'être un partenaire de Make.org sur cette initiative et très heureux aussi d'avoir tant de visiteurs sur notre stand de Vivatech juste à côté, que je vous invite évidemment à aller voir. Et si nous sommes présents, c'est bien parce que les nouvelles technologies, c'est au cœur de la transformation, comme beaucoup d'entreprises de la SNCF, à la fois dans le domaine de la relation avec ses clients, mais aussi du point de vue de sa transformation industrielle, puisque nous devons entretenir 30 000 km de réseau, que la question de la maintenance prédictive est majeure et que le bon investissement des deniers publics dans ces investissements est tout à fait essentiel. Alors évidemment, la transformation au travail et du travail, du fait des nouvelles technologies, nous la vivons au quotidien dans notre entreprise. D'abord, nous sommes un groupe qui compte 272 000 salariés en France et dans le monde, dont un tiers de l'activité se passe en dehors de nos frontières. Et le président Frérot disait tout à l'heure que les alternants sont trop peu nombreux en France et nous sommes assez fiers d'avoir plus de 5 500 alternants dans le seul périmètre de la SNCF. Nous sommes d'abord très concernés par les réseaux internes. Nos salariés sont souvent des ingénieurs et partager le savoir, partager des techniques devient indispensable de nos jours. L'entreprise, au fond, n'est plus le seul vecteur de l'information, des bonnes pratiques et des bonnes pratiques technologiques. C'est évidemment essentiel aussi du point de vue de la relation avec nos clients. Nous le voyons, nos conducteurs créent des comptes Twitter pour pouvoir dialoguer avec les clients qui se trouvent dans le train. Ça transforme aussi fondamentalement le dialogue social et la relation des salariés avec la direction générale. Il y a un an, nous n'en sommes pas très fiers, la SNCF vivait un grand conflit, en même temps d'ailleurs que le conflit national sur la loi travail, et nous avons lancé un nouvel outil qui s'appelle les infos. Cet outil, les infos, c'est une manière d'ouvrir la grande boîte noire du dialogue social au sein d'une grande entreprise, puisque au fur et à mesure que les tables rondes se tenaient entre la direction et les organisations syndicales, sur ce fil d'infos, nous diffusions des vidéos, des explications et nous avons eu plus de 10 000 commentaires, nouant ainsi un dialogue de salarié à salarié. Alors je pourrais énumérer longuement toutes les initiatives que nous prenons, je voudrais juste en retenir une. Le télétravail, c'est essentiel pour l'attractivité des entreprises vis-à-vis des jeunes. Et non seulement le télétravail pour lequel nous allons signer un accord très prochainement, mais aussi la bilocalisation géographique, permettre aux salariés d'avoir différents sites à partir duquel ils peuvent collaborer ensemble. Alors on est extrêmement heureux de pouvoir participer à cette initiative et j'attends qu'on nous montre le slide de l'action que nous avons sélectionné, puisque au terme de cette consultation citoyenne, finalement, c'est la proposition de Frédéric, qui a 42 ans, qui nous dit « Il faut encourager la formation professionnelle des demandeurs d'emploi aux compétences et métiers numériques en forte tension. » Parce qu'on voit bien que si on veut coller à une exigence de tout salarié ou non salarié d'ailleurs, c'est-à-dire d'avoir droit à une formation tout au long de la vie, nous ne sommes pas tous des digital natives et nous avons besoin de nous qualifier sur ces formations. Et ça concerne aussi bien les décrocheurs dont Paul parlait tout à l'heure que de futurs décrocheurs ou tout simplement des personnes qui ont envie de devenir des vrais geeks et qui ont envie d'acquérir une qualification dans ce domaine. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de développer une plateforme permettant de mettre en commun les formations que les entreprises organisent déjà dans le domaine du digital et faire en sorte que ces formations ne soient pas réservées aux salariés de l'entreprise pour lesquels elles ont été conçues, mais qu'elles puissent s'ouvrir à des personnes qui en ont besoin et pour lesquelles ça va être un tremplin, au fond, pour la suite de leur parcours professionnel. Donc, nous avons énormément de formations au sein de la SNCF. Nous sommes sans doute une des entreprises qui consacrons le pourcentage de la masse salariale la plus élevée. 5% de la masse salariale est chaque année consacrée aux formations.
Et pour autant, nous avons besoin de modifier la forme de ces formations parce que nous avons des tensions dans notre appareil de production. Nous avons besoin, par exemple, de conducteurs. Nous recrutons 1000 conducteurs par an en ce moment. Et nous ne pouvons pas nous permettre de sortir un certain nombre de nos salariés de la production au quotidien. Nous avons besoin de les former en parallèle, si j'ose dire. Donc, ces formations par type MOOC, par exemple, sont en plein développement. Nous sélectionnons et nous formons des conducteurs par MOOC, pas seulement, je vous rassure. Et au fond, ce sont des outils qui peuvent être extrêmement utiles à des publics qui dépassent très largement le cercle, non pas étroit, mais le cercle de l'entreprise SNCF. Donc, c'est à ça que nous nous engageons. Et donc, dès la semaine prochaine, nous serons partenaires très actifs et nous comptons beaucoup sur make.org pour nous aider à être les plus actifs possibles pour le développement de cette action. Merci beaucoup, Florence. Ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas seulement la lignée entre les idées citoyennes, leur émergence et l'engagement des partenaires. C'est que l'engagement des partenaires est un engagement sur l'intérêt général. On n'est pas en train de parler ici de l'intérêt particulier des différentes entreprises. On est en train de parler de différentes entreprises qui vont collectivement créer un environnement, un écosystème qui va changer la manière de vivre dans la société. Là, on a vu l'identification des décrocheurs. On a vu comment on pouvait répondre à ces décrocheurs ou à d'autres populations sur des sujets plus digitaux. Je suis très heureux d'accueillir notre troisième partenaire qui est Manpower, par l'intermédiaire de son président France, Alain Roumignac, et qui va vous parler d'une très belle action qui vient être très complémentaire des deux premières. Merci Axel. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Frérot, vous l'avez dit, nous vivons une grande transformation du monde de travail et nous en sommes le témoin donc depuis 60 ans. Nous voyons d'ailleurs passer un certain nombre de décrocheurs, ceux qui sont sans doute identifiés et qui ont envie de s'intégrer dans le marché du travail. Nous mettons chaque année environ 350 000 personnes à disposition de 50 000 clients dans des secteurs divers et variés. Et donc nous sommes bien ce témoin de la transformation de ce marché du travail. Et c'est aussi l'objet de notre présence avec une trentaine de startups sur ce salon Viva Technologie. Ce qui est aujourd'hui notre véritable conviction, c'est que les métiers vont changer, vous l'avez extrêmement bien dit, et il va y avoir dans les prochaines années des millions de personnes qui vont devoir changer d'emploi. C'est la magnitude de ce que nous allons devoir réaliser. Et on le voit bien, aujourd'hui, ces changements sont vus par certains comme une grande opportunité et une opportunité de pouvoir se développer, de pouvoir avoir encore plus de sens dans ce qu'ils font, de pouvoir avoir des carrières de plus en plus enrichissantes. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nos concitoyens, c'est une angoisse extrêmement importante parce qu'ils ont vu et ils voient qu'un certain nombre de ceux qui doivent changer ou qui perdent leur emploi ont de grandes difficultés à se réinsérer dans la vie professionnelle. Et sans doute, c'est parce qu'on ne les accompagne pas suffisamment et qu'il va falloir de plus en plus être en mesure d'accompagner ces mutations, d'autant plus, comme je vous l'ai dit et comme on l'a déjà échangé sur ce sujet, ces mutations ne vont aller qu'en s'accélérant dans les années qui viennent. Et donc nous sommes effectivement extrêmement heureux de pouvoir contribuer donc à la création de cette plateforme. Et ce que je vous propose, c'est qu'effectivement on regarde ce qu'en est l'idée. Et l'idée, c'est de mettre en place une plateforme qui va permettre de connecter des professionnels sur un métier avec des gens qui ont envie ou qui sont en train de basculer vers ce métier. Comme je l'ai évoqué, tout changement, mais encore plus tout changement de métier, tout changement d'orientation est source de beaucoup de stress de la part des gens qui doivent aller dans ces cadres-là. D'ailleurs, même un certain nombre d'entre eux ne comprennent pas bien ce que peuvent être le champ des possibles des orientations qu'ils peuvent avoir, et donc de pouvoir être en contact avec des gens déjà dans un premier temps pour comprendre quel est le métier et de savoir justement avant d'attaquer une formation si ce métier peut correspondre à leurs aspirations,
peut être d'une très très grande valeur. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont engagés dans un processus de formation pour aller vers un nouveau métier, avoir, je dirais, le coaching, je dirais, d'un professionnel qui est bien intégré dans son métier, qui réussit et qui puisse donner des conseils pour pouvoir évoluer tout au long de sa formation, puis une fois la formation réalisée, pouvoir s'intégrer dans son métier, puisque nous, ce que l'on voit également, c'est que il y a beaucoup de gens qui rentrent en formation, qui finalement réussissent leur formation, mais lorsqu'ensuite ils intègrent un nouveau métier, parce que peut-être ils n'en connaissent pas complètement les codes, mais il y a des difficultés d'insertion. Il y en a un certain nombre qui, malgré une formation qui réussit, échouent lorsqu'ils s'intègrent dans ce nouveau métier. Donc nous avons pensé qu'effectivement, cette initiative que vous nous proposez était une belle initiative, une initiative extrêmement valeureuse. On a dit on va démarrer avec un impact de 1000 personnes. Moi, je pense que on ne peut le voir que comme un pilote de ce que l'on veut faire, parce que là encore, je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout à la hauteur de l'ambition qui va être qui va être à la hauteur des enjeux et qui vont être à la hauteur des enjeux de notre pays. Mais nous prenons bien volontiers ce premier challenge de bâtir cette plateforme, de la bâtir au travers de notre fondation, la fondation Manpower Group, qui accompagne justement toutes ces mutations et qui accompagne toutes les personnes en difficulté et à tous ces changements de métier, de façon à ce qu'on puisse bâtir cette relation, ce coaching, dont nous sommes extrêmement persuadés que c'est très valorisant et que ça permettra justement d'accroître et de faciliter les changements de métier, voilà, d'un métier donc qui a peut-être moins d'avenir vers un métier qui a plus d'avenir, et ensuite de s'assurer qu'une fois que cette formation sera réalisée, il y aura une vraie belle intégration à l'intérieur de ce nouveau métier. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, là, on vient de voir trois actions d'intérêt général initiées par des citoyens et parrainées par des entreprises. Ces actions, ce n'est pas des petites actions, elles ont une vocation d'impact national et en conséquence de quoi, c'est des entreprises à monter, c'est des projets à monter, c'est donc des projets à financer. Alors bien sûr, les partenaires qui sont là, ils s'engagent à initier le projet, à contribuer avec leurs salariés, mais contribuer aussi avec leur expertise. Mais ce n'est pas tout, on a aussi besoin de financement externe, de façon à faire rencontrer l'élan des citoyens, l'élan des entreprises, les associations qui seront impliquées, et puis la réalité de l'impact. Parce que le but, ce n'est pas de se faire plaisir, le but, c'est que ça change quelque chose. Et donc là, j'accueille maintenant sur scène avec plaisir Kirill Courboin, qui est le président de JP Morgan France, et qui va nous proposer quelque chose. Merci Axel. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que quand Axel Daucher et Make.org nous ont proposé de participer à cette grande cause ou à cette initiative, on a tout de suite dit oui, mais on s'est dit qu'on voulait le faire d'une manière pertinente. Alors c'est vrai qu'on est une grande banque américaine, une grande banque mondiale, puisqu'on est probablement la plus grande banque dans le monde, mais en France, on est tout petit, puisqu'on n'emploie que 250 personnes, mais par contre, on a une grosse fondation et elle a des moyens assez importants et il se fait que son objet, c'est de se focaliser sur l'inclusion économique et la réinsertion professionnelle, qui est vraiment le projet dont on a parlé. Alors, ce que moi j'ai vraiment aimé dans cette grande cause et dans cette initiative, c'est surtout qu'elle mobilisait l'ensemble des parties prenantes. Ça commençait avec les citoyens qui ont été consultés. Et vous avez vu qu'il y en a 10 000 qui ont participé à cette consultation. Ensuite, il y a le monde de l'entreprise, l'Institut de l'entreprise et les grandes entreprises qui sont présentes ici. Et puis aussi le monde associatif, parce que c'est important de les avoir dans notre écosystème. Et ce qu'on a vraiment aimé, c'est de se dire qu'on est tous concernés ici. Parce que la SNCF, elle va par exemple probablement développer un outil de centralisation des formations professionnelles, mais elle-même, elle a 250 ou 300 000 employés, et dans cette population, il y a des gens qui seront des futurs décrocheurs, donc ils sont concernés. L'Institut de l'entreprise, ça va être, à mon avis, le relais
de démultiplication de ces actions auprès de toutes les entreprises qui sont adhérentes à l'Institut de l'entreprise. Donc ça va permettre de démultiplier notre effort. Manpower, c'est un acteur majeur dans le marché du travail en France et dans le monde. Alors, comment on va faire pour que ça marche? Alors, pour que ça marche, il faut deux choses. Il faut d'abord du capital humain. Et à Vivatech, depuis le début de la semaine, on a beaucoup parlé des startups technologiques, de la French Tech. Mais en France, il y a aussi une tradition d'entrepreneuriat social. Et le monde associatif, il est plus développé que dans n'importe quel autre pays du monde. Donc on va s'appuyer sur ces associations et pour chacune des 3 initiatives qu'on a décrites ici, on va associer une ou plusieurs associations. La deuxième chose pour que ça marche, en plus du capital humain, il faut de l'argent. Et c'est ça que JP Morgan va essayer de faire avec humilité, hein, parce qu'on n'est surtout pas là pour donner des leçons, mais on va présenter les 3 projets qui ont été décrits aujourd'hui, on va les présenter au conseil d'administration de notre fondation en juillet, et on va les accompagner parce que ce sont des magnifiques idées, mais pour l'instant, ce ne sont que des concepts. Et aujourd'hui, il faut transformer ces concepts en réalité. Voilà, c'est tout ce qu'on va essayer de faire, et on est ravis d'être associés à toutes ces sociétés, l'Institut de l'entreprise et MEC.org. Merci de votre attention. Alors, cette initiative, elle a vraiment une ambition qui dépasse notre réunion d'aujourd'hui. C'est celle de mobiliser la société civile sous toutes ses formes dans des actions de transformation du pays. On a une force publique qui est beaucoup bloquée, et puis surtout, on a un pays qui est extrêmement fragmenté. Et on croit que pour changer les choses, il faut aller plus loin, et il faut que la société civile elle-même se charge d'une grosse partie des sujets du pays. Et la société civile, c'est bien entendu les citoyens, mais c'est bien entendu les associations, c'est bien entendu les entreprises, les institutions, les écoles. Tous ces corps constituants de la société ont une force de transformation qui dépasse largement le système traditionnel auquel on est habitué. Il est temps de le mobiliser. Et il est temps de le mobiliser parce que le corps est prêt. On peut vous dire que sur cette action-là, les mobilisations citoyennes, les collaborations qu'on a eues avec les associations, l'engagement des entreprises, il y a quelques années, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible et il faut le faire. Donc c'est la vocation de MEC.org d'initier ces grandes causes. Et on a comme ça, au-delà de cette cause, initié d'autres grandes causes. Avec à chaque fois 1, 2, 3, 4 grandes entreprises qui vont contribuer leur écosystème, leurs employés et construire avec les citoyens des actions de transformation. Donc comment diminuer les violences faites aux femmes, comment réinventer l'école primaire, comment réduire par 2 le gaspillage alimentaire, comment reconstruire l'Europe, comment mieux prendre soin de nos aînés, comment recréer du lien social, comment rendre notre mode de vie plus durable, ou alors comment faire des JO 2024 un succès pour tous en France. Ce sont des grandes causes que nous lançons avec des entreprises, avec des citoyens, avec des associations. Donc voilà, c'était la première fois qu'on a eu l'occasion de vous présenter une vraie action de la société civile complète. Donc on était très heureux et on ne pouvait pas espérer des meilleurs partenaires. On ne pouvait pas espérer des actions aussi emblématiques et aussi impactantes à la fin. Donc on est très heureux. Je voudrais remercier, avant de vous quitter, tous les citoyens qui ont contribué. Et il y en a plusieurs qui sont dans la salle, que je reconnais parce qu'ils ont participé au workshop. Ils sont de toute la France et cet engouement a été porteur de ce succès. Je voudrais aussi remercier les associations qui ont participé au workshop. Alors je vais peut-être en oublier, mais il y a Ares, Mosaïque RH, Simplon, l'AFMAE et d'autres qui ont contribué comme ça à l'intelligence des solutions qui ont été trouvées. Et puis enfin, je voudrais remercier les partenaires qui se sont lancés dans cette aventure un peu bizarre qui est de dire allez, prenons en charge un sujet de société et puis donnons-nous les moyens de le craquer. Donc merci à tous, à bientôt.